Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce Weekly Bitcoin de fin de semaine. Comme chaque semaine ce vendredi, je suis accompagné d'Alexandre Lézet et de Capital B, qui est le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B. Comment vas-tu, Alexandre? Bonjour Rémi, ça va très bien et toi? Ben ouais, ça va super, écoute. Belle fin de semaine pour le Bitcoin. On va peut-être commencer avec ce qui se passe du côté des États-Unis, avec le Clarity Act. Donc c'est un texte de loi qui est en train d'être voté, qui n'est pas encore totalement voté, qui doit passer devant le Sénat complet, mais qui est un texte, tu vas nous en dire plus, pour la régulation des crypto-monnaies, c'est ça, pour réguler un peu le cadre des crypto-monnaies aux États-Unis. Oui, effectivement, c'est quand même une très très bonne nouvelle puisque c'est une loi qui a été discutée depuis maintenant plusieurs mois et qui est centrale depuis le début du mandat de Donald Trump, qui est de fournir un cadre réglementaire relativement stable pour que les entreprises du secteur des actifs numériques puissent bâtir des produits financiers avec une sécurité juridique suffisante. Alors ceci étant, le Clarity Act n'est pas totalement clair, c'est-à-dire que il n'est pas totalement clair pour tout le monde, je pense exactement toutes les implications qu'il va y avoir. D'autant plus qu'il y a beaucoup de ces lois qui en fait ont beaucoup d'exceptions, beaucoup d'éléments de langage dont on comprend ce qu'elles ont permis un petit peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne beaucoup de possibilités pour les émetteurs de stablecoin. Deux, ça donne beaucoup de possibilités pour les banques dans le domaine des actifs numériques. Et trois, et c'est là l'élément le plus intéressant, c'est qu'en fait, ça permet aussi aux produits émis par les Bitcoin Treasury Companies, tels que le crédit digital dont on parle souvent, de pouvoir être distribués à une échelle encore plus grande, puisque ces produits-là sont en train d'être tokenisés et que cette loi permet la tokenisation à l'échelle de produits financiers, de produits de type actif numérique, et donc ça va permettre d'accélérer la croissance du domaine, puisque aujourd'hui, les acteurs qui voulaient bâtir des produits et des solutions le faisaient en dehors des États-Unis et le commercialisaient aux investisseurs mondiaux de manière un petit peu indirecte et aussi au marché américain de manière assez indirecte, puisqu'il y a beaucoup de régulations qui entourent la participation des investisseurs américains dans les produits financiers. Et donc là, ça va permettre aux entreprises de lancer, commercialiser, passer à l'échelle de nombreux produits digitaux sur le marché américain, et on peut imaginer que ça va vraiment booster le marché dans sa globalité et inspirer aussi d'autres régulateurs dans le monde entier. Donc c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la chambre, le comité spécial bancaire du Sénat qui a approuvé cette loi à 15 voix contre 9. Et maintenant, cette loi passe vers le Sénat américain dans sa globalité pour potentiellement, a priori, être approuvée par tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une limitation des intérêts qui peuvent être versés sur les stablecoins et qu'en fait, ça donne un avantage encore plus grand aux émetteurs de crédit digital qui n'offrent pas un stablecoin, mais qui offrent un produit qui a une volatilité proche d'un stablecoin aujourd'hui, comme STRC, comme on le mentionne souvent, et qui ont une performance à 2 chiffres. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir quand même une forte concurrence qui va être apportée par le crédit digital pour les produits de type valeur relativement stable qui, à travers ce Clarity Act, ne peuvent pas vraiment livrer de rendement versus les produits qui ont une volatilité du coup relativement stable et qui, eux, rendent une performance aux investisseurs. Donc, c'est deux cas d'usage quand même différents, mais c'est quelque chose qui est très favorable en fait pour les Bitcoin Treasury Companies comme Strategy, comme Strive aux États-Unis, et à terme pour des acteurs comme Capital B. Et alors en effet, ça peut être à double tranchant. J'imagine une régulation, ça peut permettre à plus d'acteurs de rentrer dans le jeu, ça peut permettre plus de choses. Est-ce que, par exemple, au niveau des levées de fonds de Bitcoin Treasury Company, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ce sera plus facile de lever des fonds ou est-ce que justement ça sera plus encadré? Donc peut-être que ça va ralentir un peu
ces levées de fonds, on voyait Stratégie faire des grosses levées de fonds et des gros achats de Bitcoin. Est-ce que ça va jouer un peu de ce côté-là? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin et les Bitcoin Treasury Companies n'avaient pas du tout besoin de cette loi pour avoir une croissance et continuer leur développement et lever des montants faramineux de capitaux. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, finalement, cette loi, indirectement, va accélérer tous les programmes d'actifs numériques des grandes banques américaines et donc, indirectement, va accélérer la distribution, la commercialisation des produits émis par les Bitcoin Treasury Companies et donc des levées de capitaux subconséquentes. Donc, c'est plutôt un impact indirect positif pour l'écosystème en général, quelque chose qui va permettre de rendre encore plus rentables les activités autour des actifs numériques pour les institutions financières et pour les acteurs de l'écosystème, et donc indirectement bien favoriser la distribution des produits des Bitcoin Treasury Companies. Mais c'est plutôt une loi qui favorise l'écosystème dans son ensemble et qui donc a des répercussions positives pour l'ensemble de l'écosystème. Et à nouveau, ça prouve l'institutionnalisation du Bitcoin, l'institutionnalisation du domaine des actifs numériques, le consensus à l'échelle du Sénat américain sur l'importance stratégique de la digitalisation des marchés de capitaux. Et on voit que eh bien, c'est un sujet qui prend une ampleur mondiale, qui est à l'ordre des priorités aux États-Unis. Et on ferait bien de s'en inspirer en Europe, même si l'Europe avait déjà pris une avance avec le cadre réglementaire MiCA pour la conservation des actifs numériques par les banques. Donc ça, on peut quand même le saluer. En revanche, on voit bien que le Clarity Act est quand même plus tourné vers le développement du business plutôt que sur des contraintes ajoutées à l'industrie. Donc, peut-être qu'il y aura des enseignements de ce Clarity Act, et on le verra par la suite, qui développeront des angles du marché qui permettront notamment le développement de la tokenisation, par exemple, des titres financiers, et qui pourraient donner lieu à des inspirations pour le marché européen. Bon, ceci étant, quand c'est bon pour le marché américain, c'est aussi bon pour les sociétés cotées au niveau mondial, puisque les sociétés cotées au niveau mondial peuvent aussi avoir accès au marché américain dans le temps. Donc voilà, tout ça est très positif. En effet, alors le Clarity Act en bonne voie, on espère que le Sénat américain va approuver ce texte. Et en effet, comme tu le dis, voilà, en Europe, on sait que parfois ça préfère réguler plutôt que d'investir le marché. Aux États-Unis, ils font un peu l'inverse, j'ai l'impression. Voilà, ils créent le marché, ensuite ils laissent les acteurs faire un peu comme bon leur semble, on va dire, même s'il y a déjà des régulations, et ensuite ils régulent. Mais c'est vrai que c'était un des grands projets de Donald Trump qui était, on l'annonçait comme le premier président pro-crypto en activité, et du coup voilà, c'est important que ce Clarity Act soit remis sur la table et approuvé, on l'espère. Effectivement, non, c'est une très bonne nouvelle et puis ça accompagne l'industrie. Après, on espère que Donald Trump, à un moment donné, va ordonner à ses équipes d'accumuler du Bitcoin comme il était envisagé au départ. C'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est aussi étape par étape. On a vu qu'ils avaient quand même fait un audit de leur position de conservation Bitcoin. On a vu qu'ils avaient aussi augmenté leur position Bitcoin à travers des saisies auprès d'organisations criminelles. On a vu que il passe cette loi qui est quand même structurante pour le marché. Et puis peut-être que à la fin, eh bien, ils passeront à l'investissement. Donc, en tout cas, ils favorisent l'investissement par les acteurs du marché privé. Et peut-être que après, ils feront l'investissement par le marché public. Et d'ailleurs, si on y pense, eh bien, c'est peut-être une des formes les plus favorables de permettre au secteur privé de se développer avant de l'accélérer avec une impulsion publique. Donc, tout ça est très positif. C'est vrai que ça peut faire l'effet que ferait sur le marché le fait que le gouvernement américain et l'équipe de Donald Trump se mettent à accumuler du Bitcoin de manière plus officielle, plutôt que, comme tu le dis, avec des saisies
de Bitcoin qui viennent du marché criminel. Ça, voilà, ils choisissent peut-être bien leur moment, en effet, comme tu le dis. Alors, notre cher Bitcoin qui se tient plutôt bien, à part ça, qui est remonté, qui a presque touché les 82 000 dollars hier soir, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut en dire du Bitcoin, dans quel état il se situe aujourd'hui, avec toujours un peu voilà, cette géopolitique incertaine, ces mouvements dans le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Alexandre? Ouais, l'observation un petit peu contre-intuitive, c'est que finalement le Bitcoin il a pas tellement bougé en l'espace de 1 an et demi. On regardait un petit peu un récapitulatif de tous les achats de Bitcoin qu'on a fait chez Capital B, et puis on voit bien que en fait les prix du Bitcoin sont restés globalement pendant 1 an et demi entre 60 000, 70 000 et 110, 120 000. Donc, bon, c'est des variations importantes pour le marché traditionnel, mais on voit quand même que le Bitcoin est en train d'atteindre une certaine croissance à nouveau institutionnelle, avec des mouvements de marché qui sont quand même un petit peu plus graduels que ce qu'ils n'étaient auparavant, et en revanche toujours des mouvements qui parfois sont très rapides, que personne ne prévoit, de 2, 3, 4, 5% sur certaines journées, et une très grande attention et surtout un retour des hedge funds sur le sujet Bitcoin et Bitcoin Treasury Companies. Et donc, on voit que le Bitcoin est en train de reprendre. Il est probable quand même maintenant qu'on puisse envisager que le plus bas du Bitcoin a été touché autour de 60 000, et que on l'avait déjà évoqué par ailleurs, avec le plus bas comparé à l'or qui avait été déjà touché auparavant. Et on voit que le Bitcoin, bien, il se consolide autour de 80 000 alors qu'il était auparavant autour de 60. Et donc voilà, le Bitcoin en fait est en phase de consolidation et en phase de croissance vers un nouveau cycle haussier que les acteurs du marché anticipent. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on a à nouveau également levé 15 millions d'euros. On en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, les grands acteurs institutionnels mondiaux sont en train de se repositionner, sont en train de remettre en place des positions pour capturer le potentiel de la hausse du prochain cycle. Et tous les investisseurs qui se positionnent cette année vont certainement avoir les meilleures performances dans les 5-10 prochaines années. Et ça, c'est une opportunité exceptionnelle. On en parlait la dernière fois, avec une asymétrie d'information qui est tout à fait unique depuis la dernière année. Si tu veux, Rémi, l'année dernière, il y avait une forme de consensus du marché que le Bitcoin montait et que c'était un marché en croissance. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une asymétrie gigantesque entre des acteurs qui ne sont pas dans le marché et qui croient que le marché est encore en phase baissière, versus les acteurs qui sont dans le marché et qui voient le marché en train de se retourner vers une phase haussière. Et je l'ai remarqué parce que par rapport à la tribune que j'ai réalisée d'ailleurs dans le Revenu, dans l'édition de mai, que j'invite tout le monde à consulter, qui décrit en fait que les Bitcoin Treasury Companies, le secteur, est en pleine croissance avec l'essor du crédit digital. Et j'ai vu qu'il y avait un commentaire sur LinkedIn, sur ce post, qui disait « Mais comment ça ? La croissance du secteur des Bitcoin Treasury Companies, les sociétés ne sont-elles pas en perte et comment font-elles pour verser les dividendes et compagnie ?» Et en fait, cette incompréhension vient de ce qu'on a pu observer, un même phénomène que ce qu'il y avait eu lors du Covid. Alors ça n'a rien à voir, bien entendu, mais c'est juste un parallèle pour comprendre, avec ce qu'on appelle le K-shape recovery, c'est-à-dire la croissance en K, la lettre K, après un événement baissier de marché. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui, après un événement, vont aller plutôt vers le bas ou vont rester complètement stables.
et des sociétés qui vont vraiment bénéficier du changement de structuration du marché et vont s'envoler. Et en fait, ce que manquent les analystes qui sont en dehors du secteur, c'est l'avènement du crédit digital et la transformation que ça a sur la structure du marché en termes d'offres et de demandes et de potentiel de croissance à la fois du Bitcoin et des Bitcoin Treasury Companies spécialisées dans le domaine. Et ça vient d'une autre incompréhension qui est le terme Bitcoin Treasury Companies, qui est entendu par le marché qui n'est pas spécialisé dans le domaine comme étant toute société ayant du Bitcoin sur le bilan, alors qu'en fait, les Bitcoin Treasury Companies, c'est un terme qui a été inventé par Michael Saylor, par Strategy, pour désigner en fait une société cotée qui est spécialisée dans l'accumulation long terme de Bitcoin en augmentant le nombre de Bitcoin par action. Et ces sociétés-là, il y en a une poignée dans le monde. C'est Strategy, c'est Strive, c'est Metaplanet, c'est Capital B, c'est Smarter Web, il y a aussi H100 au Nordics, il y a Orange BTC au Brésil. Il est assez difficile d'en nommer beaucoup plus que ça dans le monde, comparé aux 200 sociétés qui ont du Bitcoin sur le bilan. Alors j'ai déjà mentionné que ces 200 sociétés-là allaient réussir dans le temps, puisqu'elles ont du Bitcoin sur le bilan et que le Bitcoin va avoir une croissance potentielle de 30 à 60% comme elle l'a fait historiquement dans les 5-10 prochaines années, et que ça va amener le Bitcoin potentiellement vers 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Et donc avoir du Bitcoin sur le bilan, c'est une stratégie gagnante pour toutes ces sociétés. Ceci étant, même dans un contexte relativement stable, même dans un contexte qui a été baissier et qui est en phase de consolidation, on voit que le Bitcoin est resté relativement stable pendant 1 an et demi, mais par exemple, Capital B est passé de 40 Bitcoin fin 2024 à maintenant près de 3000 Bitcoin et davantage. Donc, on voit que il y a vraiment une accélération des levées de capitaux en ce début d'année chez les Bitcoin Treasury Companies vraiment spécialisées dans ce domaine-là. Stratégie s'approche maintenant des 1 million de Bitcoin, alors qu'elle était à 600 000, 700 000, elle est déjà à 800 000 Bitcoin et plus. On voit que Strive connaît un grand succès aussi aux États-Unis parce que c'est la première société à avoir lancé ce crédit digital listé après Stratégie. Et côté Capital B, on a l'ambition de suivre ce pas avec un crédit digital à très fort potentiel sur l'Europe qui n'a pas encore ce type de produit. Donc voilà. Et pour un observateur externe, eh bien, un observateur externe n'a reconnu uniquement que la baisse du Bitcoin par rapport à ses plus hauts en fin d'année dernière, alors que les acteurs spécialisés du marché voient que les sociétés accélèrent leur accumulation aujourd'hui et que le Bitcoin a déjà bien repris en passant de 60 000 à 80 000 et qu'il est tout simplement dirigé vers un retour vers ses anciens plus hauts et plus encore. Oui, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est aussi ce qui est visible sur tous les cycles du Bitcoin jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pendant les phases baissières, les gens ne voient que ça, puisqu'ils n'ont pas forcément les yeux sur la charte du Bitcoin chaque semaine. Ils ont retenu un pic au plus haut parce que tous les médias en parlaient à ce moment-là, et il y a des sortes de comportements un peu moutonniers de la masse qui n'est pas forcément spécialisée ou plus intéressée de ça de plus près au Bitcoin. Et comme on l'a dit aussi souvent, c'est pendant ces phases un petit peu baissières et de remontée, de consolidation qui sont peut-être un peu techniques et subtiles. Une Bitcoin Treasury Company, ça peut être un peu compliqué à comprendre pour quelqu'un qui s'y intéresse que de loin. Le digital credit peut-être encore plus, mais une fois que ce sera ce sera vraiment porté, les médias vont aussi remettre le paquet, et c'est ça qui déclenche des bull runs finalement. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que tout ça est assez logique et naturel, et aussi très sain, et c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, même si on a l'impression que c'est une niche pendant ces phases de consolidation, on sait très bien où ça nous mène lors des bull runs, et que tout ça finira par être discuté dans les plus grandes sphères, et aussi par les gens qui s'y intéressent de moins en moins. Exactement. Et puis, comme d'habitude, eh bien, il y aura à nouveau un intérêt gigantesque quand le Bitcoin repassera au-dessus de 120 000 et que tous les médias s'empareront du sujet. Et ce qui compte, et là, je tiens à saluer le revenu pour ça, c'est
la capacité de fournir cette information aux investisseurs au moment où il y a cette asymétrie d'informations et ces faits qui peuvent être décryptés et qui peuvent faire l'objet des propres analyses ensuite des investisseurs eux-mêmes pour établir leur propre stratégie, je pense que c'est vraiment ce qui fera la différence. Et je trouve que cette session hebdomadaire a aussi cette importance-là parce que l'information n'est pas complètement parfois diffusée. Donc voilà, un grand merci Rémi. Bah, merci à toi Alexandre aussi pour venir partager ton expertise et ton point de vue. On va venir du côté de la France, puisque Ledger, donc cette société française spécialisée dans la sécurité, qui a décidé de suspendre son projet d'introduction en bourse aux États-Unis pour des raisons qu'ils ont jugées un marché trop défavorable à leur entrée en bourse. Alors, est-ce que c'est, selon toi, une meilleure manière d'attendre pour une meilleure entrée en bourse, ou est-ce que c'est un point négatif sur l'ensemble du marché? Oui, c'est une déception. Je pense que pour une société française qui a eu autant de succès depuis une dizaine d'années, c'est toujours un peu triste de voir que voilà, la société s'était préparée pour une IPO et finalement les conditions de marché ne sont pas réunies. Mais bon, peut-être que c'est tout simplement un décalage et que ils attendront une nouvelle phase de marché haussière pour relancer ce processus-là. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, c'est plutôt un sujet de timing pour avoir beaucoup d'échanges avec des banques d'investissement du plus haut niveau mondial. On sait très bien que leurs investisseurs sont des investisseurs qui recherchent un momentum, qui recherchent une phase de marché très porteuse pour lancer une opération ambitieuse. Et donc, c'est pas non plus très surprenant qu'une opération qui soit basée sur quand même un secteur sujet à des cycles fasse l'objet de challenges lors d'une phase de marché qui est encore en consolidation pour une IPO qui est quand même un événement historique pour une société de manière générale. Et donc, je pense que les fondateurs de Ledger ont préféré certainement attendre une phase de marché plus favorable pour se lancer. On leur souhaite qu'ils y arriveront. Maintenant, c'est sûr que la phase de marché est quand même relativement challenging, c'est-à-dire porteuse de défis pour Ledger, puisque dans cette phase d'institutionnalisation, de professionnalisation de la finance traditionnelle dans le domaine des actifs numériques, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers des titres financiers plutôt que vers du Bitcoin en direct. Et donc là, ça va être aussi à Ledger de pouvoir faire face à ce contexte de marché, de financiarisation du marché, pour peut-être se réinventer, aller vers la finance traditionnelle en attendant le potentiel de cette potentielle IPO dans le futur qu'on leur souhaite et qu'on leur souhaite de réussir. Et voilà, peut-être que entre-temps, ils vont réussir à mettre en place des partenariats avec des institutions financières ou à évoluer même dans leur cœur de métier. Donc voilà, on leur souhaite du succès, mais c'est sûr que c'est une phase assez difficile pour des IPO qui sont des moments assez structurants de la vie d'une société. Et donc c'est tout à fait normal que si les conditions de marché sont un peu difficiles, que la société préfère décaler légèrement. Et donc je pense qu'ils auront une nouvelle fenêtre pour tirer parti d'un marché plus porteur, peut-être à l'occasion du prochain marché haussier qui est en cours de préparation en réalité. Oui, c'est vrai que ça paraît assez logique de retarder. Comme tu le disais, il y a une histoire de momentum autour d'une IPO. Encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années ou une trentaine d'années, où maintenant avec les réseaux sociaux, peut y avoir très vite aussi... c'est toujours assez délicat de lancer une IPO. On sait que même un post sur Twitter peut influencer sur des cours de bourse. Donc on se dit que c'est une stratégie où ils vont décaler un petit peu leur entrée en bourse. Peut-être même aussi attendre le Clarity Act et se dire qu'une tokenisation directe de leur titre boursier pour une société qui permet de mettre des tokens sur des clés
et de les détenir en toute sécurité, ça peut être aussi plutôt intelligent de leur côté. Oui, je pense qu'il y a quand même un enjeu de partenariat avec des grandes institutions financières pour accompagner ce mouvement inévitable, comme ça s'est passé sur l'or. Pour chaque lingot d'or, il y a 20 lingots d'or papier qui existent sur les marchés financiers traditionnels à travers tout type d'instruments dérivés et tout type d'instruments type industrie financière traditionnelle qui en fait font l'essentiel du marché sur la bourse tous les jours. Et donc, de la même manière, le côté tokenisation des actifs financiers et comment Ledger réussit à s'intégrer dans cette dynamique pourrait effectivement permettre justement d'avoir une IPO encore plus grande, encore plus à succès dans les 2-3 prochaines années pour Ledger, mais c'est sûr que ça ne doit pas être un événement si facile, parce que quand une société se prépare pour une IPO, c'est quand même beaucoup de travail. Donc voilà, on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite, et j'espère qu'ils feront une IPO très réussie dans les prochaines années. Et ben, on leur souhaite tout le succès qu'ils méritent en tout cas. On va parler maintenant du cofondateur de Ledger, d'ailleurs, Éric Larchevêque, qui a malheureusement décidé de mettre fin à l'activité de sa trésorerie Bitcoin. Alors, une société qu'il avait lancée il y a 6 mois avec Tony Parker, qui s'appelait The Bitcoin Society. Est-ce que tu peux nous dire un peu les dessous de cette société et pourquoi ils ont décidé finalement de renoncer à cette trésorerie compagnie, enfin, cette trésorerie Bitcoin? Oui, alors je pense que le terme renoncer ou abandonner est un petit peu fort, c'est-à-dire que c'est un terme qui a été relayé dans la presse, mais je pense que c'est plutôt un décalage, une temporisation de la part de la société d'Éric Larchevêque. Tout d'abord, je pense qu'Éric est un fervent défenseur du Bitcoin et que il n'a pas abandonné le Bitcoin, qu'il croit toujours, qu'il a toujours envie de mener à bien son projet. Je pense que ce projet-là va réussir dans le temps. Je pense qu'ils vont réussir à le mener à bien. Je pense qu'ils vont à un moment donné aussi reconduire leur stratégie d'accumulation de Bitcoin. Ceci étant, je pense aussi que les conditions de marché étaient quand même assez difficiles, certainement pour TBSO pour se lancer fin d'année dernière et début de cette année. Potentiellement, ils souhaitaient accéder au marché de capitaux et ça a été plus difficile que ce qui était envisagé avec un Bitcoin qui descendait et des primes sur le marché qui se compressaient. Et par ailleurs, il y a aussi en toile de fond une institutionnalisation, une professionnalisation, une structuration, une consolidation du marché autour d'acteurs spécialisés dans un domaine et on se rend compte, je ne parle pas de nous, puisque on le savait dès le départ et on s'est positionné directement sur ce créneau-là, mais disons que le marché, de manière générale, se rend compte que contrairement à ce qui était envisagé il y a 2 années où on se disait voilà, le marché va être composé de milliers de sociétés qui vont adopter du Bitcoin sur leur bilan et qui vont toutes avoir le même niveau de conviction et le même niveau de stratégie, etc. On se rend bien compte que il n'y a qu'une poignée de sociétés qui sont vraiment spécialisées dans le domaine de l'exécution, de l'implémentation, de la structuration d'un modèle de stratégie Bitcoin Treasury Company inspiré de stratégie et que ça, c'est une loi de la nature. On ne peut pas tout faire en même temps et qu'il y a une prime à la spécialisation. Donc, je pense que le pivot qui est opéré ici par TBSO n'est pas un abandon de stratégie Bitcoin, c'est plutôt un pivot vers une stratégie opérationnelle avec
une trésorerie Bitcoin plutôt que en fait le modèle spécialisé de Bitcoin Treasury Company. Donc on leur souhaite de réussir. Je pense qu'ils vont réussir. Eric est un entrepreneur talentueux et ainsi que ses associés. Je pense que ensemble ils vont réussir à faire quelque chose de très avec de la réussite dans les prochaines années. Et puis je pense qu'on peut pas juger la réussite d'un projet en l'espace de 3 ans, en l'espace de 3 mois ou en l'espace de 6 mois dans un contexte de marché qui est encore en consolidation. Donc voilà, le marché est fait pour qu'il y ait plusieurs acteurs avec différentes stratégies. Capital B est focalisé sur le déploiement du modèle stratégie en Europe et TBSO se concentre davantage sur une stratégie de développement de clubs, selon ma compréhension, avec Bitcoin comme réserve de valeur. Et c'est très bien. Donc voilà, je pense que les articles qui ont pu circuler sur un abandon sont un petit peu forts. Je pense que c'est surtout le contexte de marché qui a ralenti, disons, la volonté d'accumulation, en tout cas la capacité d'accumulation, et que de la même manière que Ledger, je pense que voilà, avec des conditions de marché plus favorables, TBSO pourra reprendre le train en marche. Et donc c'est là que, comme tu le vois, Rémi, encore une fois, l'observateur, j'ai vu des commentaires, l'observateur qui n'est pas spécialisé dans le domaine se dit voilà un exemple qui valide ma thèse que les Bitcoin Treasury Companies sont en train de ralentir, alors qu'en fait parfois ils n'ont pas du tout connaissance de ce qu'est STRC, de ce qui est SATA, de ce qui est vraiment le modèle de stratégie, le modèle de Strive, le modèle de Capital B, n'ont pas connaissance que Capital B a à nouveau levé 15 millions d'euros ce lundi matin avec des potentiels levées de 100 millions d'euros supplémentaires structurés dans ce deal-là par la suite, et que ça constitue une très forte accélération aujourd'hui comparé à d'autres acteurs qui effectivement n'ont pas nécessairement cette spécialisation-là, et donc il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que ce sont des stratégies différentes. Alors c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, il y a parfois le biais des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que le reste de l'écosystème Bitcoin. En effet, on sait très bien et on imagine bien que Eric Larchevêque conserve ses convictions, et peut-être que voilà, ils ont juste ralenti en tout cas ce côté-là de Treasury Company de leur côté, mais on leur souhaite de reprendre dès qu'ils en seront prêts. Alors c'est une société déjà cotée, c'est ça. Est-ce que tu connais un peu l'historique de la Bitcoin Society? Parce que j'imagine que le fait d'être une société cotée sur la Bourse de Paris peut peut-être aussi, il y a peut-être plus de pression de leur côté de conserver ou de continuer d'acheter en tout cas du Bitcoin. Alors, TBSO, en fait, c'est une société qui historiquement était déjà cotée sous le nom de société de Tainin, qui a fait l'objet finalement d'une reprise par Eric Larchevêque et ses associés, qui est notamment en fait contrôlée par Eric spécifiquement. Et qui avait pour ambition d'aller sur les marchés pour aller implémenter une forme de stratégie de trésorerie Bitcoin. Et donc là, tout simplement, c'est une société cotée, et donc s'il y a un pivot de stratégie, ils ont l'obligation d'en faire part, et donc c'est ce qui se passe ici. Et donc tout simplement, ce qu'ils disent, c'est voilà, on pensait pouvoir faire quelque chose qui finalement a été plus compliqué que ce qui était envisagé. On se concentre sur le développement de nos activités en attendant que les conditions de marché soient plus favorables pour ensuite prendre des décisions sur ce qui sera fait à ce moment-là. Donc il n'y a rien de plus compliqué que ça aujourd'hui. Le reste, c'est un petit peu des extrapolations à ce stade, à mon sens. Je
pense que Eric croit toujours au Bitcoin et que conformément au nom de la société, je pense qu'ils souhaiteront accumuler plus de Bitcoin comme tout le monde, hein. Donc la différence, c'est que voilà, c'est plutôt un changement. C'est pas un changement, c'est une évolution d'axe sur ce qu'ils peuvent contrôler aujourd'hui. Et voilà, ça tranche effectivement par rapport à des sociétés qui s'étaient déjà structurées, qui ont déjà les instruments en place, qui ont déjà la taille critique également en place, comme Strategy, comme Strive, comme Metaplanet, comme Capital B, qui se développent dans le domaine avec une spécialisation très forte sur ce déploiement de la Bitcoin Treasury Company. Donc voilà, on leur souhaite de réussir, et effectivement, pour un lancement de société, c'est toujours plus simple quand les conditions de marché sont plus favorables, et donc on leur souhaite de réussir lorsque les conditions de marché seront plus favorables à des nouveaux lancements de projets. Parfait, merci pour ces explications. Et Eric, si tu nous entends, si tu nous écoutes, bon courage à toi et à Tony Parker. Oui. On retourne du côté des États-Unis avec Jane Street, qui est une multinationale de finance et de trading qui a, elle, fortement réduit son exposition au Bitcoin. Alors, ils ont déclaré avoir vendu 78% de leurs actions stratégie. Ils détenaient du MSTR, du Master, ainsi que 71% de leur position en ETF Bitcoin. Ils sont quand même très exposés au Bitcoin encore, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce mouvement de Jane Street? Quelle est leur décision autour de cette vente? Oui, alors Jane Street, comme d'autres acteurs qui sont parmi les plus grands hedge funds au monde, il faut pas prendre ce type d'informations comme des informations tout à fait complètes. Ce type d'acteurs, ce sont par définition des hedge funds qui se hedgent, des hedge funds qui prennent des positions assez arbitraires, assez calculées, assez indépendantes sur des scénarios de marché, et qui parfois ont des positions qui peuvent apparaître comme contraires, avec des positions courtes couplées avec des positions longues, et qui en fait tirent parti de certaines inefficiences de marché qu'ils peuvent observer, et qui peuvent même, en fonction des tailles qui sont appliquées, influencer les marchés. Et donc, Jane Street, effectivement, après avoir très très fortement augmenté ses positions le trimestre qui précède celui qui vient de précéder, vient de baisser ses positions. Donc on voit qu'en fait, ils font tout simplement des arbitrages de marché dans des phases où il y a beaucoup plus de ventes. Ils ont un certain angle. Dans des phases où il y a beaucoup plus d'achats, ils ont un autre angle. Et parfois, la position qui est publiée peut être celle qui est retenue par le marché, alors qu'en fait, ils ont une position beaucoup plus importante dans l'autre sens, qui, elle, n'est pas forcément publiée, parce qu'elle n'est pas tenue nécessairement jusqu'à la date de publication des reportings. Et une partie de l'efficience des positions de ce type d'acteurs dépend aussi de l'absence de publication de l'ensemble de leurs positions, pour que les autres acteurs du marché ne puissent pas complètement déchiffrer ce qu'ils font. Donc, malheureusement, on ne peut pas complètement tirer des conclusions de ces positions-là. Ce qu'on peut voir, c'est que Jane Street s'intéresse beaucoup au domaine du Bitcoin et au domaine des Bitcoin Treasury Companies, et que, en fait, qu'ils soient longs ou courts, c'est-à-dire qu'ils soient à la hausse ou à la baisse en positionnement sur le marché, ou des deux côtés, en tirant parti de certains arbitrages à certains moments, et même avec des positions qui peuvent être différentes entre le Bitcoin versus les Bitcoin Treasury Company versus d'autres produits dérivés qu'ils peuvent utiliser, on voit qu'en fait, le Bitcoin, de par sa volatilité, de par sa liquidité, de par son accessibilité, et de par tous les produits dérivés qui sont autour, et maintenant avec les actions de Bitcoin Treasury Companies et le crédit digital, etc.,
En fait, ces acteurs-là ont vraiment un terrain de jeu absolument fantastique qu'ils utilisent et ils viennent fournir de la liquidité sur le marché et in fine, ils permettent au Bitcoin Treasury Company de lever plus de capital parce qu'ils apportent de la liquidité, ils apportent des flux institutionnels qui permettent en fait à d'autres acteurs de se positionner en taille. Et donc, on préférerait que, bien sûr, les hedge funds ne fassent qu'acheter du Bitcoin et ne réduisent jamais leur position. Mais enfin, ils ont aussi des clients, des investisseurs eux-mêmes, qui souhaitent gagner de l'argent en dollars, a priori. Et donc, ils font des arbitrages pour gagner de l'argent en dollars. Et c'est très bien, ça bénéficie aux Bitcoin Treasury Companies qui, elles, veulent gagner de l'argent en Bitcoin. Et donc, Jane Street vient tout simplement avec ce type de position-là tirer parti de contextes de marché dont les autres acteurs du marché n'ont pas forcément complètement connaissance. Tout le monde n'a pas à sa disposition les ordinateurs de Jane Street et des autres hedge funds comparables. Et donc, il est assez difficile de savoir, de prédire pourquoi ils prennent certaines positions, d'autant plus qu'on ne connaît pas les autres positions qu'ils prennent dans l'autre sens. Et qu'ils ont pu peut-être arrêter ou mettre en pause au moment des déclarations de reporting trimestriel. Donc voilà, pas de grande conclusion à tirer, mis à part que le Bitcoin et les Bitcoin Treasury Companies font partie intégrante des stratégies des plus grands hedge funds au monde et qu'ils ont un certain impact sur le marché, à la fois quand ça baisse et aussi sur les montées qui peuvent être vraiment amplifiées par ce type de hedge fund. Très bien, merci pour ces explications un peu plus précises, parce que c'est vrai quand on regarde juste le titre d'un article ou voilà, quand ça fait les grands titres des magazines, toi tu nous dis qu'il faut plutôt se focaliser sur ce qui leur reste dans leur trésorerie ou s'intéresser peut-être aux mouvements qui sont derrière, pourquoi cette vente et où est-ce qu'ils ont été remettre ses profits ou ses pertes d'ailleurs, mais voilà, un peu regarder de plus près leur exposition et essayer de comprendre ce qu'ils font, même si c'est quand même assez complexe, mais comme tu l'as dit, c'est leur métier de faire ça, donc rien à signaler du côté de Jane Street, même j'ai vu qu'il y avait eu quelques rumeurs comme quoi ils manipulaient le cours du Bitcoin en février dernier, alors c'est toujours mais très... c'est très bien, c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde sur le marché du Bitcoin. Et donc, si Jane Street fait baisser le Bitcoin, c'est une bonne nouvelle puisqu'on peut l'acheter moins cher. Et si Jane Street fait bouger le Bitcoin à la hausse, c'est une bonne nouvelle puisque les Bitcoin Treasury Companies peuvent lever encore plus de capital pour acheter encore plus de Bitcoin. Donc, dans les deux cas, on achète plus de Bitcoin. Et donc, dans les deux cas, on remercie Jane Street d'apporter encore plus de liquidité et d'institutionnalisation dans le domaine. Ils apportent vraiment beaucoup plus de flux sur le marché qui permet aux autres acteurs d'arriver avec des positions en taille qui sont accueillies, que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens par des hedge funds comme Jane Street. Et parfait, alors merci Jane Street. Je vais te donner un exemple, Rémi, dis-nous. qui est assez intéressant. Dans le cadre des levée de capitaux qu'on a pu réaliser depuis le début de la stratégie, un des éléments qui a le plus attiré l'attention à l'époque de nos investisseurs, c'était que à un moment donné, début 2025, donc l'année dernière, Citadel, qui est un des plus grands hedge funds au monde, avait pris une position short sur l'action. Et rien que ça avait motivé, avait accéléré beaucoup de discussions avec d'autres investisseurs institutionnels parce qu'ils s'étaient dit, tiens, si Citadel s'intéresse à Capital B, peu importe si c'est une position courte ou longue, parce qu'en fait, personne ne peut savoir si un grand fonds d'investissement qui a une position courte, est-ce que c'est une position courte parce que la société parie à la baisse sur le titre, ou est-ce que c'est une position courte parce que la société prend une position longue et qu'elle veut se hedger de l'autre côté? Personne ne peut savoir. Et donc, dans ce contexte-là, on voit ici que quand on voit que Jane Street
baisse ses positions ou prend des positions courtes sur le Bitcoin ou sur stratégie, personne ne peut vraiment savoir quelle est la vraie stratégie globale qui est mise en place par un hedge fund et pourquoi ils le font. Et souvent, eh bien, on le sait plus tard. Et quand on le sait plus tard, bien souvent, historiquement, en moyenne sur le Bitcoin, on le sait trop tard parce que on n'a pas acheté assez de Bitcoin quand il était vraiment à des prix extrêmement faibles. Tu sais, Rémi, j'ai encore du mal à croire qu'on a cette possibilité aujourd'hui d'acheter du Bitcoin pour 80 000 $, alors que la vraie valeur du Bitcoin elle se situe à minima autour de la capitalisation boursière de l'or, qui aujourd'hui représenterait un Bitcoin à plus de 1 million de dollars. Donc, quand on a la possibilité d'acheter un actif extrêmement rare sur le marché avec un discount de moins 90 à moins 99%, eh bien, il faut pas s'en priver, il faut bien s'organiser, se structurer pour en accumuler le plus possible, tout en ayant une stratégie conservatrice pour être prêt à attendre aussi le temps nécessaire pour que le marché soit un petit peu plus efficient. C'est ça, alors du coup il faut de la patience, réussir à voir aussi entre la fumée de ce que disent les grandes lignes dans les médias, puisque en effet il y a des stratégies derrière, il y a des annonces publiques qui ont peut-être un effet voulu pendant que derrière il s'y passe d'autres choses aussi. Donc de la patience et de la gestion des émotions, c'est ce qu'on conseille généralement à tous les investisseurs, peu importe que ce soit sur le Bitcoin ou dans la bourse. On va parler de Strive maintenant, tu en as parlé tout à l'heure, qui ont développé une nouvelle approche du digital credit avec le paiement de dividendes journaliers avec leur offre du coup de SATA dont tu parlais aussi tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, c'est une nouvelle historique. On a mis 400 ans à passer des intérêts payés semestriellement, puis mensuellement, puis des propositions d'aller toutes les 2 semaines, et maintenant tous les jours. Donc maintenant, voilà, c'est la première, selon en tout cas la recherche interne de Strive, c'est la première action sur les marchés américains à payer un dividende journalier. C'est-à-dire que avant, il y a ce qu'on appelle une record date et une payment date. Et donc, je rappelle ce qu'est le produit de SATA. Hein. Donc, c'est une action préférentielle perpétuelle qui est émise par Strive, qui s'appelle SATA, qui réplique le modèle de stratégie qui est le produit STRC dont on parle souvent, qui est le crédit digital, parce que c'est du crédit, c'est l'équivalent de crédit qui est émis par un grand détenteur de Bitcoin. Et le détenteur de Bitcoin a, pour chaque dollar de dividende à payer annuellement, a 50, 60 dollars sur le bilan. C'est le cas de stratégie. C'est à peu près les mêmes ordres de grandeur pour Strive. Et ce produit-là, en fait, quand on observe sa cotation en bourse, traite de manière permanente autour de 100 dollars. Parce que c'est en fait une obligation de paiement de la société qui représente 2, 3, 4% du bilan de la société annuellement. Et donc, les investisseurs analysent la capacité de paiement de la société de ces dividendes, de ces équivalents d'intérêts annuels. Et si les investisseurs, si le marché estime que la société va être tout à fait capable de payer ses intérêts dividendes de manière perpétuelle, eh bien, l'action en question, le produit financier en question, traite à 100 dollars, c'est-à-dire de manière stable. Et dès qu'il y a de la demande au-dessus de 100 dollars, alors la société lève davantage de capital, c'est-à-dire elle va émettre de nouveaux titres et les vendre sur le marché pour que le prix reste à 100 dollars. Et donc, pour calculer qui reçoit un paiement de dividende et quand, eh bien, historiquement, STRC, le produit stratégie, payait ses coupons de manière mensuelle. Et donc, tous les X du mois, disons le 15 du mois, étaient déterminés qui détient ce produit-là. Et en fonction de ce registre-là, au soir de ce jour-là, eh bien, ces investisseurs étaient payés leur coupon mensuel à la fin du mois
sur la base de ce registre-là. Et donc, il y avait un phénomène qui était que tous les investisseurs voulaient investir au moment de cette date de record date, où on va enregistrer les positions détentrices de l'ensemble des investisseurs. Et donc, tout le monde avait intérêt à acheter au moment où allait être enregistrée leur position détentrice dans le registre pour avoir le droit de recevoir le coupon à la fin du mois. Et donc, ce qu'avait proposé Stratégie, c'était de passer de manière assez innovatrice à un coupon toutes les 2 semaines et donc une record date toutes les 2 semaines. Et là, ce que fait Strive, c'est qu'en fait, ils ont obtenu l'autorisation du Nasdaq de passer à une record date et un paiement tous les jours. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, il va y avoir un enregistrement des positions détentrices de l'ensemble des détenteurs de SATA, le produit perpétuel de crédit digital de Strive. Et tous les lendemains, les détenteurs vont être payés par rapport à l'enregistrement de leur position de la veille. Et donc, ce que ça pourrait... Alors, il faut voir comment se passe la réaction de marché. Mais juste après cette annonce hier, pour la première fois, SATA est allé au pair, c'est-à-dire à $100, le même jour de la record date de Stratégie, alors que d'habitude, les investisseurs, en fait, passaient de STRC, qui avait une record date, ils investissaient dans STRC au moment de la record date, et juste après la record date, ils investissaient dans SATA pour avoir le bénéfice des deux. Et donc là, on voit que au moment de cette actualisation de la politique de paiement de coupons de Strive, le marché a quand même bien accueilli cette nouvelle puisque SATA a eu une valeur de 100, alors que d'habitude c'était autour de 98, 99, une valeur de 100 au même moment que STRC, et ça c'était quand même important, et au même moment que STRC a eu un plus haut historique des volumes sur STRC avec 1,5 milliard de dollars de volume sur STRC, qui représente en tant que tel 1% des volumes totaux journaliers du Bitcoin. Donc, en fait, un produit de crédit digital seul, et sans prendre en compte les volumes de toutes les Bitcoin Treasury Companies et des autres produits de crédit digital, vient de faire 1% du volume journalier du Bitcoin. Donc, c'est vraiment des événements historiques. On assiste à une révolution des marchés de capitaux et de ce que représente un standard de volatilité, un standard de paiement de performance, là, journalière, maintenant, sur Strive. Et donc, voilà, c'est une transformation des marchés de capitaux parce que il y avait cette critique qui était sur le marché que oui, mais en fait, ces produits de crédit digitaux, c'est pas comme des fonds monétaires, c'est pas exactement pareil, etc. Parce que on compare souvent cette performance entre SATA et STRC avec une performance à 2 chiffres et une volatilité proche de 0 avec les fonds monétaires. Et il y avait cette critique qui était mais non, mais c'est pas comme un fonds monétaire, etc. Et donc là, ce que vient dire Strive de manière c'est intéressant, c'est de dire effectivement, ce n'est pas un fonds monétaire, c'est précisément conçu pour être bien meilleur qu'un fonds monétaire. Et ça, c'est vraiment une évolution assez intéressante puisque pour tous les cas d'usage de la finance décentralisée aussi, pour les cas d'usage de la tokenisation et pour les cas d'usage qui vont être inclus dans le Clarity Act avec toute la tokenisation des instruments financiers, on voit que la capacité d'avoir des produits qui sont complètement backés, sous-tendus par le Bitcoin pour un facteur de 1 pour 4, 4 pour 1, 4 Bitcoin pour une émission de crédit digital, permet en fait d'avoir des produits qui ont une volatilité entre 1 et 2% versus des rendements annuels de l'ordre de 10 à 12, 13%, qui fait que associé à ça le paiement mensuel, mensuel et 2 fois par mois, pardon, et maintenant même journalier, c'est vraiment un grand événement dans le domaine du Bitcoin, des Bitcoin Treasury Companies, des marchés de capitaux, et donc c'est des éléments que
bien entendu, Capital B prendra en compte dans la mesure de ce qui est envisageable pour les marchés de capitaux européens. Et on voit que là, le crédit digital est en train d'aller à une vitesse que la finance traditionnelle n'avait pas prévue. Déjà, le produit d'un point de vue purement économique est bien supérieur. Quand on pense que le Bitcoin va rester, hein, si on pense que le Bitcoin va disparaître, alors il faut pas acheter du Bitcoin, il faut pas acheter du crédit digital, etc. Mais si on pense que le Bitcoin va rester, là le crédit digital offre des performances qui sont bien au-delà, 2, 3, 4 fois supérieures à ce qu'on voit sur le marché traditionnel, avec une vélocité de paiement qui est maintenant 30 fois supérieure à ce qui se fait sur la finance traditionnelle, 20, pour être précis, 20 fois supérieure à ce qui se fait sur la finance traditionnelle, parce qu'il y a 20 jours, en fait, ouvrés de business sur un mois comparé au paiement mensuel. Et il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que, en fait, il y a une différence fondamentale entre payer un coupon à l'année et payer un coupon au mois, ou payer un coupon toutes les 2 semaines, et là, encore plus, bien entendu, tous les jours, c'est que quand ce coupon est réinvesti au fur et à mesure, eh bien, à la fin, l'investisseur a encore plus de taux d'intérêt à la fin de l'année s'il les a réinvestis au fur et à mesure. Parce que si tu as un coupon de 10% à la fin de l'année, c'est pas la même chose que si tu as un coupon de... je vais être plus simple. Si tu as un coupon de 12% à l'année, c'est-à-dire 1% par mois, c'est pas pareil d'avoir 12% à la fin de l'année que 1% par mois, parce que si tu as 1% le premier mois et que tu le réinvestis, le deuxième mois, tu as 1% du montant que tu as investi plus le 1% et ainsi de suite. Et c'est vraiment la puissance ce qu'on appelle en anglais le compounding, c'est-à-dire de l'addition au fur et à mesure des intérêts qui sont calculés sur le principal plus les intérêts qui avaient déjà été payés. Et ça permet de maximiser finalement la performance de ces instruments. Et donc, quand on compare la performance des instruments traditionnels et de leur qualité en termes de produits, comparé aux instruments de crédit digital et à la distribution, à la liquidité et à la vélocité qu'ils sont en train d'offrir, mais ça n'a rien à voir et ça augmente encore plus l'opportunité pour Capital B de lancer un produit de ce type-là dans le futur potentiel en Europe. Et ben, en effet, de bonnes nouvelles pour le digital credit. Et en effet, voilà, on voit que des sociétés spécialisées dans le Bitcoin arrivent aussi avec des innovations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et c'est aussi ça la force de l'écosystème Bitcoin, qui est quand même grandement lié à une technologie et qui permet voilà, de voir apparaître ce type de paiement, de dividendes qui rajoute encore une couche bienfaisante et saine à tout l'écosystème. Alors tu le disais, c'est historique et aujourd'hui il y a aussi quelque chose d'historique. Déjà c'est le 21e épisode de Weekly Bitcoin, donc un chiffre qui en dit long puisque c'est le nombre de Bitcoin en circulation, 21 millions. Et donc pour cette occasion, je te propose de nous parler de cette belle levée de 15 millions de dollars que Capital B a fait auprès d'investisseurs institutionnels américains en grande partie. Est-ce que tu peux nous parler de cette levée? À quoi va-t-elle servir? Qu'est-ce qu'il y a potentiellement derrière? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, Alexandre? Oui, tout à fait. Alors, prenons 5 minutes puisque j'ai un appel d'ailleurs de type institutionnel juste après, dans lequel je dois aller. Donc, c'est une grande nouvelle puisque nous avons levé 15 millions d'euros, ce qui fait en fait 17 millions de dollars et qui ouvre en plus de ça la capacité de lever de 99 millions supplémentaires d'euros et donc environ 120 millions de dollars supplémentaires par la suite avec des intérêts variés et vraiment complémentaires sur cette levée qui sont premièrement que la levée s'est faite à la moyenne des 5 jours et donc qui représentait une prime de 1,5% par rapport au prix de la dernière clôture. Donc ça c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que cette levée se fait aussi en fait à
ce qu'on appelle une MNAV, c'est-à-dire une prime de l'ordre de 1,3, 1,4 au moment du deal, et donc qui est quelque chose qui est déjà en tant que tel, qui a vocation à augmenter le nombre de bitcoins par action. Et en plus de ça, la structuration d'une vague de potentielle augmentation de capital de type institutionnel à travers la potentielle hausse du Bitcoin à venir, qui permettrait à la société de lever plus de 100 millions de dollars dans cette phase de marché pour augmenter encore plus la taille du bilan de Capital B, accumuler encore plus de Bitcoin et augmenter de manière très significative la capacité qui est déjà très importante, mais qui pourrait être en plus augmentée et accélérée, d'émissions de crédit digital par Capital B, qui est notre objectif central. Et donc cette levée a deux objectifs. Le premier, c'est bien entendu, en tant que tel, d'avoir une structuration qui permet de maximiser l'augmentation du nombre de bitcoins par action à travers la levée initiale de 15 millions d'euros et à travers les futures levées que la société, et de manière importante, peut accélérer. C'est-à-dire que c'est des options d'achat à plus 30% et encore plus 30% et encore plus 30% du cours au moment du deal, et donc qui sont à des primes par rapport au niveau actuel. Et dès que le cours de la société dépasse ces niveaux-là, eh bien la société a la capacité en fait d'enclencher une phase d'accélération de cette levée de capital pour accumuler le Bitcoin au moment où les conditions sont favorables. Et donc en fait, dans des épisodes précédents, je parlais du fait que Capital B est focalisé sur la mise en place de tous les câbles nécessaires à l'accélération en fait de ce réacteur nucléaire d'accumulation de Bitcoin et de leadership européen sur les marchés du crédit digital. Eh bien, ce deal-là a cette vocation-là de permettre à la société de passer de 2943 Bitcoin à un nombre de Bitcoin qui sera annoncé dans le futur, mais qui pouvait être de l'ordre de 180 de Bitcoin, comme on l'a mis dans notre communiqué de presse de lundi, et qui permet à la société d'enclencher un potentiel de levée de capitaux supplémentaire de 99 millions d'euros. Et donc, en fonction du prix du Bitcoin, c'est des montants de Bitcoin relativement importants par rapport à la taille de la société qui pourraient être accumulés vers des potentiels de niveau de Bitcoin sur le bilan qui pourraient atteindre les 4000, 4500 Bitcoin, avec à la fois le potentiel de ces levées, le potentiel d'autres levées, le potentiel du crédit digital pour la société. Et à ces niveaux-là, eh bien, il y a en fait beaucoup de banques importantes, de banques systémiques qui sont tout à fait intéressées à nous accompagner et pour passer à l'échelle sur ce type de levée, à la fois bien sûr sur l'equity et sur le crédit digital, et pris dans leur globalité. Les levées en action et les levées en crédit digital permettent de maximiser en fait à la fois l'augmentation de la taille et sa vélocité et l'augmentation du nombre de bitcoins par action qui est l'objectif central de la société. Et on a vu voilà beaucoup d'analyses aussi indépendantes d'actionnaires, d'investisseurs qui étaient très favorables par rapport à cette levée, et je les en remercie. Et voilà, merci à tous nos actionnaires de nous accompagner dans cette aventure, et on est en train de mettre tout en place en fait pour que la fusée Capital B ait toutes les conditions nécessaires pour tirer parti de cette phase de consolidation et cette phase haussière qui est en préparation sur le Bitcoin pour consolider, accélérer notre leadership européen sur les marchés de capitaux Bitcoin. Donc voilà. Merci beaucoup, Rémi. Excellent. Merci beaucoup, Alexandre. Je te laisse filer. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à vendredi prochain. Au revoir, Alexandre. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.